Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Lucien Cerise. Bonjour monsieur. Merci, bonjour et merci pour cette invitation. Lucien Cerise, vous avez une formation en sciences humaines et sociales avec une spécialisation dans le langage et l'épistémologie. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN, disponible, je le rappelle à nos téléspectateurs, sur la boutique officielle de TV Liberté, et Neuropirate, réflexion sur l'ingénierie sociale. Vous venez nous présenter aujourd'hui, Lucien Cerise, cet ouvrage de l'historien américain Stuart Ewen, Conscience sous influence, publicité et genèse de la société de consommation. Vous en signez la préface. Et alors justement, commençons tout de suite avec vous, Lucien Cerise. Donc ce Stuart Ewen, historien américain des médias et de la publicité, explique qu'au début du XXe siècle, le capitalisme était devenu trop efficace. Il a même souffert d'une crise de surproduction. Comment les industriels américains s'y sont pris pour résoudre cette crise de surproduction? Eh bien, en créant de nouveaux besoins. C'est ce que rapporte Stuart Ewen, c'est-à-dire en fait en mettant sur pied toutes les techniques de vente qu'on appelle aujourd'hui du marketing ou de la mercatique, je crois en bon français. Et donc tout ce qui tourne autour de la publicité, et donc Stuart Ewen est un historien de la publicité. Et il reconstitue effectivement l'émergence de cette société de consommation dont le but est de faire consommer au-delà de nos besoins réels. C'est-à-dire que l'économie, dans toutes les sociétés traditionnelles, est toujours une économie de subsistance. C'est un problème quand vous souffrez d'une crise de surproduction. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des subterfuges, des stratagèmes, des moyens de pousser à la consommation et donc de créer de nouveaux besoins et aussi de banaliser, de normaliser le crédit. Puisque de toute façon, on ne peut pas. L'économie repose sur un principe de réalité, c'est-à-dire que en fait, nous avons des besoins limités et nous avons des moyens financiers limités. Là, il faut faire basculer l'économie dans l'illimité, dans la démesure, en quelque sorte, dans l'hubris. Vous dites transgresser le principe de réalité, créer donc de nouveaux besoins par le marketing, on va y venir, et la société de consommation par l'endettement. C'est ça, voilà, et donc en fait, faire basculer l'économie dans le principe de plaisir. Et en fait, ce faisant, on fait basculer toute la société dans le principe de plaisir. Pour reprendre les deux catégories de Freud, le principe de réalité, principe de plaisir, mais qui là sont très efficaces pour penser justement ce que c'est que l'économie normale. Un système d'échange, soit le troc, soit au moyen d'une monnaie, et puis effectivement, ce qu'on appelle la société de consommation. Alors justement, faire basculer toute la société dans cette société de consommation, vous dites, ça m'est venu à l'esprit en préparant cet entretien, cette loi du 13 juillet 65, on est en France, les femmes obtiennent le droit de travailler, d'ouvrir un compte sans l'autorisation de leur mari et donc accèdent au marché de la consommation. Est-ce qu'on peut imaginer que le législateur français ait été incité, influencé par ces industriels qui voulaient écouler leur stock et pour résoudre cette crise de surproduction? En France peut-être, en tout cas, c'est ce que Stuart Ewen affirme et démontre pour les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis sont un pays d'immigrés. Et il dit, en fait, toutes les communautés immigrées qui ont peuplé les États-Unis, en fait, arrivaient avec leur tradition, leur modèle culturel d'origine. D'Europe, par exemple, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, et en fait, en général, ces modes culturels, ces modes d'organisation culturelle sont ce que aujourd'hui la gauche appelle fondés sur un système patriarcal plutôt, et donc précisément c'est un problème, c'est-à-dire que c'est fondé aussi sur un
principe d'économie réaliste. Et donc, on peut effectivement, enfin, ce que démontre en tout cas Stuart Ewen, c'est que justement cette société de consommation naissante a dû briser en fait, les systèmes traditionnels, a dû les transformer. Pour transformer la rationalité du consommateur. Quoi. Voilà, et donc pousser effectivement 50% de la société aussi au travail et à la consommation, justement en modifiant les structures traditionnelles. Alors comment ici sont pris justement pour modifier ces structures traditionnelles? Vous parlez de techniques de piratage psychosocial. C'est quoi ces techniques concrètement? C'est justement, en quelque sorte, c'est ce que Stuart Ewen rapporte, en fait. C'est effectivement fondé essentiellement sur en fait, une forme de motivation qui repose sur une promesse de plaisir. Donc en fait, il faut effectivement, en quelque sorte, proposer un modèle de société qui fonctionne plutôt à la carotte plutôt qu'au bâton. Vous voyez, c'est-à-dire il y a deux sortes de motivateurs, deux sortes de déclencheurs comportementaux dans la psychologie. Vous dites c'est la séduction qui est plus efficace que la répression, quoi. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire avancer quelqu'un, et pour surtout conditionner son comportement, donc prendre le contrôle de son comportement, il y a effectivement deux grandes sortes de déclencheurs de motivation, motivationnels, qui sont effectivement la répression ou la séduction. Là, en l'occurrence, le capitalisme, à partir des années 20, considère que il est plus efficace de promettre en fait un plaisir accru plutôt que effectivement de promettre en fait la répression et Alors, on voit que les inventeurs de ces techniques de piratage sont plutôt passés sous silence. Pourquoi ? Parce qu'ils organisent, évidemment, leur furtivité. Ils organisent, pour rester justement efficaces, ils ont intérêt à ne pas être vus, pas vus, pas pris. C'est-à-dire qu'un pirate, un piratage psychologique par l'ingénierie sociale, par exemple, s'il est vu, il n'est plus efficace. Donc il faut organiser sa propre invisibilité, organiser sa furtivité, organiser toutes les façons de peser indirectement sur le comportement d'autrui, plutôt que de peser directement, puisque si on s'affronte, si en quelque sorte si on rentre dans un antagonisme avec autrui, tout de suite c'est le système de défense de la cible humaine qui est érigé et qui va provoquer un cabrage réactif, qui va provoquer une réaction, et à partir de là, on ne peut plus prendre le contrôle du comportement de manière indirecte et de manière furtive. Donc le piratage, c'est ça, c'est prendre le contrôle d'une cible, en fait. Alors d'une cible qui peut être une machine, mais qui peut être aussi un être humain, puisque la matrice idéologique, intellectuelle, théorique de toutes ces théories du management, du marketing ou de la sécurité des systèmes, c'est la cybernétique. Et la cybernétique ne distingue pas le vivant et le non-vivant. Nous ne sommes que des systèmes en interaction, nous ne sommes que des cibles, donc nous pouvons être... un humain sera traité de la même façon qu'une machine pensante. Un ordinateur, c'est une sorte de cerveau, c'est une machine pensante. Et alors il y a ce passage très important, Stuart Ewen, évoque des systèmes de croyances si convaincants que pour les gens sous leur emprise, ils constituent la réalité. Oui, alors ça comment finalement enfermer les gens dans une sorte de réalité virtuelle, en s'appuyant, en exploitant un biais cognitif, un biais du cerveau, parce que tout simplement le cerveau humain ne distingue pas spontanément entre le réel et sa représentation.
C'est parce que tout simplement nous sommes finalement toujours à mi-chemin, hein, enfin où nous avons un pied dans le réel et un pied dans sa représentation, puisque. Mais c'est pour ça qu'on peut se mettre à pleurer. Je crois qu'on en avait déjà parlé. On peut se mettre à pleurer devant un film. Par exemple, on peut éprouver des émotions réelles sur la base de stimulations qui elles ne sont pas réelles. Donc ça peut être au cinéma, mais ça peut être aussi par la parole. Hein, le mot n'est pas la chose. Hein, le mot, la représentation de la chose donc est du côté du réel, mais le mot du côté de la représentation, donc du côté du virtuel. Et nous réagissons. Enfin là, comme par exemple autour de cette table, là nous interagissons, nous communiquons à moitié. Alors il y a la communication non verbale, hein, le corps, mais il y a aussi la parole. Et là nous créons un espace de virtualité avec la parole, mais qui a un impact sur le réel. Hein, c'est la magie du langage. Hein, c'est que depuis le virtuel, on pèse sur le réel et on façonne le réel depuis le virtuel. Et alors vous faites aussi un parallèle entre donc, ces techniques marketing dont on est en train de parler avec les lavages de cerveau de masse du communisme. Est-ce que c'est pas un peu poussé ? En tout cas, c'est ce que dit Stuart Ewen, hein, qui montre et aussi qui démontre que, en réalité, le cliché comme quoi l'économie communiste était une économie planifiée, mais pas l'économie capitaliste, hein, qui serait libérale, hein, qui reposerait sur en fait l'économie de marché, mais avec libre et non faussée, hein, selon l'expression. Eh bien, en fait, Stuart Ewen montre que, en réalité, le capitalisme est une économie planifiée aussi. Hein, et il montre comment le gouvernement américain, justement, pour créer en fait une identité nationale autour de la consommation, a travaillé main dans la main avec les grandes agences de publicité de New York et pour planifier le développement économique et national des États-Unis à partir du début du XXe siècle. Ça commence vraiment dans les années 20 parce que en 1917 il y a la révolution bolchevique donc qui lance l'URSS, qui lance le communisme en tant que puissance géopolitique. Hein. Avant c'était que des idées en réalité. Et face à ce modèle qui aurait pu être attractif, qui pouvait attirer à lui toute une partie du prolétariat et des masses laborieuses, eh bien il fallait proposer un autre modèle, un modèle alternatif, un contre-modèle encore plus attractif. Hein, et c'est ce que le gouvernement américain en fait a décidé de lancer, hein, c'est-à-dire en fait une concurrence. Hein, mettre sur pied un modèle concurrentiel au modèle communiste, mais adressé également aux petites gens. Mais c'est pour ça ce que rapporte Ewen, c'est à travers son livre, c'est justement en fait toute cette concorde en fait, cette convergence d'intérêts entre le grand capital et l'État. Donc là aussi il y a une sorte de division un peu artificielle entre les économies, entre l'étatisme et le libéralisme. En fait, le libéralisme est toujours de toute façon piloté par un État. Hein. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui vous diront que le capitalisme a conduit à l'émergence d'une classe moyenne et le communisme à la ruine ? À la ruine très relative en fait. Hein. Moi j'avais quelques contacts familiaux en fait avec le monde communiste avant la chute du mur de Berlin. Il y a eu l'immigration, et donc les gens ne souffraient pas tant que ça. Faut pas exagérer. Et puis on peut discuter. Il y a encore des gens qui ont connu le communisme aujourd'hui en fait, qui sont encore vivants. Il y avait aussi une classe moyenne sous le communisme de toute façon. Donc il y avait moins d'écart de richesse en fait entre les riches et les pauvres, et en fait c'était une grosse classe moyenne en fait. Donc le communisme aussi a contribué à l'émergence d'une classe moyenne. On peut critiquer le communisme sous divers aspects, effectivement, toutes les rigidités de l'État, etc. Mais je pense qu'il y a un anticommunisme, je dirais, légitime, et puis un anticommunisme primaire. C'est celui dont les médias justement occidentaux nous ont
nous ont lavé le cerveau avec, par exemple, enfin, tous les films, là, le Rocky numéro 4, là, avec Sylvester Stallone, qui s'affronte à un grand russe très méchant, etc. Enfin, toutes ces pitreries, qui, en fait, ont donné une image légèrement, enfin, et c'est un euphémisme légèrement déformé de ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer, où la situation n'était pas si dramatique que ça. Et sur la critique du capitalisme, vous dites, c'est l'auteur qui le dit, il favorise les addictions. Le gavage plus efficace que la famine. Oui. Alors bon, ça va peut-être s'arrêter aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la consommation. Aujourd'hui, on nous dit que en fait, il faut faire preuve de sobriété. Hein. Il faut appliquer la sobriété énergétique. Donc, on voit bien qu'en réalité, après une phase de prospérité, les 30 glorieuses, etc. Donc, le capitalisme aujourd'hui est entré dans une phase en fait finalement de décroissance. On peut parler d'un capitalisme décroissant aujourd'hui qui, en quelque sorte, va nous mener en fait plutôt vers une phase de rétractation, en fait, de compression, enfin comment dire ça, de réduction de toutes nos surfaces financières. Et ça, vous dites que cette compression justement de l'économie, elle est voulue par le capitalisme lui-même. Après sa phase de croissance, le capitalisme pose cette phase de décroissance. Lui-même. Oui. Enfin, en fait, donc il y a aussi une part de volonté, il y a une part intentionnelle là-dedans, évidemment, puisqu'il y a aussi tout un tas de stratagèmes qui sont ou de prétextes en fait, qui sont utilisés pour en fait fabriquer le consentement aussi à cette réduction économique qui en fait après donc la phase de croissance est en train de nous emmener vers effectivement une rétractation de toutes nos surfaces. En fait, on va sortir de la société de consommation. Là. Enfin, c'est l'objectif avoué, de toute façon. Alors, avant cette rétractation, vous écrivez que le capitalisme a aussi réfléchi à créer un nouveau type humain. Et ce nouveau type humain, c'est la jeune fille. Expliquez-nous ça, ce concept de la jeune fille. Alors ça, c'est un concept qui ne vient pas directement de Stuart Ewen, qui n'est pas de moi non plus. En fait, ce sont des lecteurs de Stuart Ewen qui se sont regroupés donc sous le collectif Tikkun, qui était en fait un collectif du début des années 2000 et qui était publié par un éditeur parisien. Donc ils ont fait plusieurs numéros de leur revue et l'un de ces numéros était consacré au concept de jeune fille qui est censé en quelque sorte être finalement la nouvelle figure de l'autorité à laquelle en fait tout le monde doit se soumettre, un peu comme la figure de Mao sur la place, le grand timonier, etc. Et en fait tous les systèmes autoritaires ont un leader charismatique. Bon, là, le leader charismatique dans le système capitaliste, en fait, c'est effectivement, c'est pas un individu en particulier, ça peut être une icône, quoi. C'est une icône. C'est Marilyn, quoi, pour la phase ascendante du capitalisme. C'est ça, c'est-à-dire, en fait, à chaque fois, on se rend compte que finalement, ce n'est pas un homme, un mâle hétérosexuel de plus de 50 ans, qui est en quelque sorte la figure, le modèle à suivre, en fait, l'archétype humain qu'il faut imiter. Non, c'est plutôt une femme jeune, plutôt dévêtue et plutôt séduisante. Donc là, il y a une sorte d'inversion, encore une fois, des systèmes traditionnels qui, eux, effectivement, sont plutôt patriarcaux et qui donnent comme modèle à suivre un vieillard, en général. En fait, c'est plutôt ou un homme mûr. Là, on voit que le capitalisme, contrairement à ce que dit la gauche, encore une fois, n'est pas du tout patriarcal. En réalité, il propose comme modèle à suivre donc une femme jeune et plutôt appétissante. Donc dans cette ascension du capitalisme, donc on propose une jeune femme appétissante comme Marilyn. Et est-ce qu'on peut penser que dans la phase décroissante du capitalisme, on propose toujours la même jeune fille qui serait cette fois-ci Greta, qui nous propose ce que vous évoquiez tout à l'heure, la sobriété énergétique dont parle le président Macron? Oui. Donc là, Greta Thunberg.
Effectivement, donc là, d'une certaine manière, le pouvoir en fait procède toujours en mettant sur pied des modèles à suivre, hein, c'est-à-dire des leaders charismatiques, donc des individus qu'il faut imiter. Donc parce que bon, le cerveau humain fonctionne de cette façon-là. Donc là, en l'occurrence, effectivement, pour nous fabriquer notre consentement, hein, comme dirait Noam Chomsky, au capitalisme décroissant. Il faut que le modèle à suivre, hein, soit une alliance, hein, justement du principe de plaisir, du principe de réalité, parce que bon, malgré tout, si je reprends en fait la distinction que je faisais tout à l'heure, il ne faut pas trahir totalement, hein, le principe de la consommation. Ça doit rester un idéal, parce que sinon, en fait, bon, tout simplement, le risque, ce serait tout simplement que les gens reviennent en quelque sorte sur des bases de modèles traditionnels, hein. Donc ça, il faut en finir avec ça. Hein, l'ingénierie sociale ne revient jamais en arrière, hein. Il faut toujours, c'est une fuite en avant perpétuelle. Donc on va nous présenter comme modèle à suivre quelqu'un du sexe féminin de préférence, parce que c'est plus facile. Enfin, on sait que bon, c'est plus facile de s'identifier en fait à une jeune femme, mais qui n'aura pas forcément justement qui n'aura pas la dimension érotique, hein, qu'elle doit avoir en période de consommation effrénée. Donc bon, les cabinets de conseil qui travaillent sur toutes ces questions-là, au Forum économique mondial par exemple ou ailleurs, ont probablement, manifestement, trouvé que effectivement Greta Thunberg, c'est-à-dire en fait une femme enfant en quelque sorte, une très jeune femme, c'est-à-dire là même une petite fille quasiment. En fait, était le nouveau modèle à suivre, et on nous a présenté, on l'a exhibé en fait, hein, sur tous les plateaux de télévision pour la présenter comme finalement la nouvelle figure, hein, la nouvelle référence. La nouvelle référence, ouais. Voilà. Donc après la jeune fille, c'est carrément la petite fille. Hein, et qui pousse des gueulantes en quelque sorte, hein, contre tous ces gens qui menacent son avenir, hein, menacent sa vie. How dare you? Oui, voilà, c'est ça. Alors, vous citez aussi la grande réinitialisation de Klaus Schwab. Vous évoquez à l'instant le forum de Davos, dont il est le président. Grande réinitialisation reprise par le président Macron, lui qui parle de son côté de grande bascule. Comment vous la voyez se mettre en marche, en fonctionnement, cette grande réinitialisation, maintenant qu'on est sorti de ces histoires de passe sanitaire qui pourraient s'apparenter à du contrôle social? Détrompez-vous, hein, nous n'en sommes pas encore sortis. Hein. L'état d'urgence sanitaire dure officiellement jusqu'au 31 juillet 2023. Donc le pass peut très bien revenir, hein, au prétexte de cet état d'urgence sanitaire. Donc là, nous sommes dans un bras de fer. C'est-à-dire que le pouvoir n'a pas gagné, mais nous non plus. Hein. Enfin, je veux dire, les peuples sont encore menacés. Il y a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. On voit en Chine que, par exemple, le pouvoir s'amuse en fait, hein, continue à exploiter, hein, cet état d'urgence sanitaire. Avec la politique zéro Covid. C'est ça, voilà, qui en plus le met en péril lui-même, hein, puisque les conséquences sont désastreuses, y compris pour le parti au pouvoir. Mais bon, il y a beaucoup de gens en fait, hein, qui n'ont pas renoncé à ce projet, hein, de surveillance électronique totale. L'euro numérique va se mettre en place dans les mois ou dans les années qui viennent. Enfin, les monnaies numériques en général, mais les monnaies nationales. Hein, le yuan l'est déjà. Le yuan numérique est déjà en circulation. Voilà. Et puis, le projet de passeport numérique, de passeport sanitaire numérique, a été élaboré par la Commission européenne dès 2019. Hein, il y a un document qu'on peut télécharger, hein, c'est la feuille de route, hein, pour implémenter, hein, le passeport sanitaire numérique sur plusieurs années.
Je ne sais plus sur combien d'années, mais enfin bon, en tout cas, ce sont des projets qui sont étalés sur plusieurs années et qui procèdent par étapes. Hein, donc, alors parfois, il y a une accélération, hein, comme ce qu'on a vécu à partir de mars 2020. Et puis, bon, bah, parfois, il y a des phases de plateau, hein, où en fait, tout simplement, le pouvoir compte sur le phénomène de l'habitude, hein, c'est-à-dire il y a des choses qui, enfin vous savez, c'est la fenêtre d'Overton, hein, qui permet en fait de modéliser, hein, une transformation de comportement, mais par étapes, hein, de manière graduelle et insensible. Alors bon, malgré tout, c'est pas si insensible que ça, hein, d'où le nombre de pathologies mentales en fait, hein, qui est en pleine expansion. Oui, on voit des enfants qui se suicident de plus en plus. Donc là, en fait, il y a un découplage complet encore une fois, entre le réel et sa représentation. Le réel est totalement pathogène et anxiogène, tout ce que nous vivons, hein, et surtout d'autant plus qu'il y a cette dissonance cognitive permanente, hein, dans laquelle nous baignons, hein, entre ce que nous vivons et le discours officiel, hein, qui nous promet encore des lendemains qui chantent, mais aussi de la sobriété. Et donc, en fait, le discours officiel commence à être de plus en plus contradictoire lui-même. Donc, on voit en fait toutes les contradictions du système, les contradictions du capitalisme, aurait dit Marx, qui sont de plus en plus difficiles en fait à résorber ou à camoufler. Qui commence en fait à faire que tout commence à se craqueler en quelque sorte, hein. Vous dites que cette société que nous dirigeants sont en train de nous préparer, ça va servir à liquider certaines catégories de la population. C'est quoi l'intérêt pour nos dirigeants, pour l'espèce de 1% qui est au-dessus de nos têtes, de se séparer de leur main-d'œuvre ? Tout simplement parce que cette main-d'œuvre n'est plus absolument nécessaire, hein. Dès lors que l'on peut automatiser, robotiser le travail, cette main-d'œuvre humaine devient superflue, hein, c'est ce que dit Klaus Schwab et Thierry Malret, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils écrivent noir sur blanc, hein, dans leur livre là, de 2020, là, La grande réinitialisation, et ils disent que les machines pourraient devenir en fait plus performantes que les humains. Dans ces conditions, à quoi bon maintenir une main-d'œuvre humaine qui ne sert plus à rien en fait, hein, enfin, et qui devient même un vrai problème. Excusez-moi. Oui, et puis il y a le conseiller de Monsieur Schwab, l'essayiste Noah Hariri, je crois que je n'écorche pas son nom, qui dit que voilà, l'économie mondiale se suffira, que 20% de la population suffira à faire fonctionner l'économie mondiale, et quand on lui dit mais qu'est-ce qu'on va faire des 80% restants, il dit je ne sais pas. Oui, bien sûr, oui. Alors, ça, de toute façon, des projets de dépopulation, ou de réduction démographique, sont avoués sous divers prétextes, encore une fois, que ce soit en fait la lutte contre le réchauffement climatique, hein, ou tout simplement, je sais pas quoi, la surpopulation qui serait en soi un problème. Alors certes, oui, il y a de la surpopulation dans les grandes villes, certainement. Enfin, c'est ce qui rend difficile. C'est ce qui rend la vie difficile dans les grandes villes. Mais bon, fondamentalement, je veux dire, le vrai problème, c'est un problème de répartition. Mais il y a divers prétextes, hein, toujours pareil, qui sont exploités et en fait jusqu'à la corde, quoi. En fait, je veux dire, au bout d'un moment, de toute façon, ils vont être obligés, enfin que ce soit Harari ou d'autres, de trouver de nouvelles explications, de formuler un nouveau récit. Hein, c'est d'ailleurs le titre aussi d'une deuxième livre, dont on parle beaucoup moins, de Klaus Schwab et Thierry Malret, Le Grand Récit, qui nous dit, en gros, hein, en substance, de toute façon, nous allons remplacer le monde réel par du récit, hein, par du storytelling, par du narratif. Et ça marchera très bien comme ça marchera même beaucoup mieux une fois que tout le monde sera enfermé chez soi avec son revenu universel.
et que donc vous pourrez vous éclater avec vos casques de réalité virtuelle. Et donc en fait, bon, là on voit toujours ce dépassement un peu hegelien en fait, hein, ce dépassement dialectique finalement du principe de plaisir et du principe de réalité, hein, dans en fait hein, la promesse toujours d'un hédonisme, enfin la promesse d'un plaisir accru, mais entièrement virtuel cette fois-là. Oui, la vie sera devenue tellement épouvantable qu'on trouvera du plaisir à se retrouver dans la virtualité en réalité. C'est ça, oui. C'est bon. Alors ça, c'est un thème de science-fiction. Hein, c'est un monde entièrement détruit et un passage, enfin une bascule complète hein, de la vie dans le virtuel. Et en fait. Bon, c'était de la science-fiction, hein, mais enfin, c'est, je pense, manifestement ce que certaines personnes de pouvoir ont l'intention de réaliser concrètement. Le grand conseiller des présidents américains, Zbigniew Brzezinski, parlait du tititainment déjà dans les années 70 ou 80. Et on y est aujourd'hui, c'est passionnant. Tout cela, je rappelle le titre de votre ouvrage, publié chez Culture et Racine, Conscience sous influence. Ce n'est pas votre ouvrage, c'est celui que vous présentez, que vous avez préfacé, de Stuart Ewen, Publicité et genèse de la société de consommation, à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Lucien Cerise. Merci pour cette invitation.